Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre d'endroit où aller, où ce soir nous accueillons Sarah Baruch. Bonsoir Sarah, comment ça va? Bonsoir, je suis très heureuse d'être ici. Et on retrouve Julie Vaza qui est en direct de la Suisse. Bonsoir Julie, comment vas-tu? Eh ben, super, super bien et très très heureuse aussi de vous retrouver. Alors ce soir on reçoit Sarah pour ce livre-là, puisque le soleil brille encore. Il est sorti il y a 2 jours, c'est ça, ou 2 ou 3 jours en librairie, aux éditions Kalman Levy. C'est un merveilleux livre. Julie va très bien en parler, mais vraiment écoutez bien cette rencontre parce qu'elle ne vous laissera pas indifférente. Je vais rappeler que nos amis spectateurs peuvent poser des questions à Sarah par mon intermédiaire en utilisant l'onglet Converser. Et je me ferai un plaisir de venir te les poser, Sarah, à la fin de votre entretien. Julie, Sarah, belle rencontre et à tout à l'heure. Merci. Salam à tous. Bonjour Sarah. Salut. Tu vas bien? Ouais, ça va. Ça va, ça va. Je suis Bon. contente d'être là. Je suis ce programme depuis son lancement et ça me fait très plaisir de pouvoir participer. Ça, écoute, on est ravis aussi de t'avoir et je voudrais dire que je te suis depuis ton lancement aussi quasiment, puisque je t'ai rencontré à travers ton premier livre qui était celui-ci. Elle voulait juste marcher tout droit. Et à l'époque, c'était un livre qui avait été sélectionné par les 68 premières fois. Donc, c'est comme ça que je t'avais lu en premier. Et puis, après, j'ai continué de te suivre. Il y a eu un deuxième livre, le cas zéro. Il y a eu, je crois, tu m'arrêtes si je me trompe. Ensuite, Envole-moi, celui-ci. Je ne sais pas si on voit bien avec le soleil. Et pour celui-ci, tu étais venu à Genève. On avait eu la chance de te recevoir, tu nous en avais parlé. Et c'était un très, très beau souvenir. On avait adoré cette rencontre. Et donc, j'étais très impatiente. Très, très impatiente de lire ton nouveau livre. Alors, peut-être quelques mots avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne te connaissent pas, quelques mots de présentation. Donc, tu vis à Paris et je crois que tu as longtemps travaillé dans la communication avant de te mettre à écrire. Alors, raconte-nous. Ah, j'ai fait pas mal de choses, mais oui, oui. En fait, j'ai toujours aimé raconter des histoires, sauf qu'à un moment donné, quand on aime écrire, c'est très, très rare d'être publié tout de suite quand on termine ses études. On va dire que ça prend du temps, donc il faut très bêtement payer un loyer, acheter à manger, faire des choses qui nécessitent de gagner un peu d'argent. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour travailler quelque part l'action d'écrire et raconter des histoires. Je peux peut-être le faire au service des marques. Ça s'appelle la publicité, la communication. Donc, j'en ai fait un bout de temps et je me suis rendu compte que j'aimais pas spécialement ça. Donc, j'ai tout fait pour travailler davantage l'aspect fiction de l'écriture. Donc, j'ai travaillé dans la production, j'ai travaillé dans des comités de lecture, j'ai vraiment essayer de rouler ma grosse bosse pour travailler mon univers, quoi, et écrire, tout en cumulant tout. Et à un moment donné, j'ai réussi à trouver un éditeur qui a bien voulu m'éditer. Voilà. Et donc, ça s'appelait elle voulait juste marcher tout droit pour commencer. Voilà, qui n'est pas l'histoire d'une alcoolique qui sort de boîte de nuit et qui aimerait marcher tout droit. C'est quelque chose qu'on m'a sorti. Mais non, elle voulait juste marcher tout droit. En fait, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, bon, tout a déjà été fait. Donc, ça ne sert à rien de commencer à se dire, est-ce que j'ai le droit d'écrire ça? Est-ce que j'ai pas le droit d'écrire ça? J'ai très tôt eu un problème de légitimité à vouloir écrire et en même temps, je ne pensais pas pouvoir faire autre chose. Et donc, je me suis dit, ce qu'il faut que je fasse, c'est peut-être essayer de trouver un angle où moi, je me sente légitime. Et elle voulait juste marcher tout droit. Ça parle effectivement de la Seconde Guerre mondiale parce que j'ai des grands-parents dont je suis encore très proche, en tout cas de ma grand-mère qui est encore là, qui ont vécu la guerre, qui ont vécu le fait d'être cachés pendant la guerre, le fait d'avoir des membres proches qui sont déportés, etc. Et je me suis dit, je ne peux pas faire autrement que d'écrire là-dessus parce que ça m'a accompagnée toute ma vie. Et en même temps, tellement de gens l'ont fait et bien fait, comment est-ce que moi, je peux trouver ma place là-dedans? Donc, c'est venu assez naturellement de me dire, mais j'ai lu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de livres sur la guerre, j'en ai vu très très peu et j'en ai lu très très peu sur l'immédiate après-guerre. Alors que finalement, moi, ce que m'avait transmis ma grand-mère, c'était que pour elle, l'après-guerre a été plus dur que la guerre. Parce que pendant toute la guerre, elle s'est imaginée un après
formidable, merveilleux, un peu comme nous avec le premier déconfinement où on s'est dit qu'on allait tous se serrer dans les bras et que ça allait être génial. Ben non, en fait, 1 an plus tard, on y est encore, on a encore des masques et on n'en peut plus. Ben, toute proportion gardée, l'après-guerre, c'était un peu ça. Les gens s'imaginaient un monde d'après formidable et ça n'a pas du tout été le cas. Donc je me suis dit, ben, peut-être que là, je peux trouver ma place. Et puis, bon, bah, je l'ai trouvé, le livre a existé, il a plutôt bien fonctionné. Et puis, j'ai continué et je ne me rendais pas compte que finalement, ce qui m'habitait et ce qui m'habite depuis dans tous mes livres, c'est la question de la transmission. Ouais. Et avant tout, la transmission mère-enfant. Et ça ne s'est pas tout de suite vu dans mon deuxième roman qui parle, alors je ne l'ai pas fait exprès, hein, c'est sorti il y a 3 ans, mais ça parlait des médecins face au premier cas de sida dans les années 80, quand ça ne s'appelait pas encore le sida et quand on ne savait pas encore comment ça s'attrapait. Parce que c'est ce que mon père a vécu. Mon père est médecin et il était jeune interne à l'hôpital Saint-Louis quand les premiers cas sont arrivés. Et donc, effectivement, c'était un roman sur une maladie, sur une épidémie, mais c'était surtout l'histoire d'un jeune médecin qui n'a pas pu sauver sa maman quand elle est morte alors qu'il avait 12 ans et qui s'est juré que bah, il laisserait plus jamais des gens mourir par la suite et qu'il deviendrait médecin et que du coup c'est le vrai sens de la vocation quand la vie vous a abîmé et que par la suite vous voulez réparer. Et donc ce jeune médecin, il se trouve face à une situation impossible qui est est-ce qu'il arrive à se réconcilier avec la vie en continuant d'exercer ou est-ce qu'il protège sa famille parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas si en étant dans la même pièce que quelqu'un qui a le sida, on ne va pas tomber malade. Aujourd'hui, on le sait que c'est pas comme ça. Aujourd'hui, on sait que c'est pas un virus respiratoire. À cette époque, on le savait pas. Donc, il a une petite fille, sa femme est enceinte et il est devant un choix impossible. Donc là aussi, c'était une question de transmission. Et puis, bon, Envole-moi, c'était évidemment une réflexion sur qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on laisse, qu'il s'agisse de l'amitié, qu'il s'agisse du lien maternel, ou c'était l'histoire d'une jeune femme qui n'arrive pas à avoir un enfant et pour qui toute la vie est remise en question parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc, c'était une réflexion sur le sens de la vie, entre autres. Et puisque le soleil... Et ben oui, dans celui-ci, c'est évidemment le thème central. Mais encore une fois, alors tu m'accueillis parce que c'est une petite histoire qui s'inscrit dans une grande histoire, on va y revenir. Et là aussi, mais tu aimes raconter des histoires, on le sent, tu as créé tout un univers et des personnages auxquels on est extrêmement attaché quand on te lit, parce que tu arrives à leur donner vie, une histoire qui sont très attachantes. Et alors, ça a commencé de manière un peu spéciale, puisque tu dis, ce roman est inspiré d'histoires vraies. Et je me suis dit, alors qu'est-ce qu'elle a pu faire du coup, sachant que c'était inspiré d'une histoire vraie. Et en fait, raconte-nous un petit peu l'idée. Comment est-elle née de ce livre? Alors, bon, je suis pas historienne, mais je suis toujours fascinée par l'impact des décisions des autres sur nos vies. Voilà. Quand la politique s'empare des existences des gens et que des personnes qui ont des petites vies tout à fait normales sont face à des choix impossibles. Voilà, ça... Donc, je ne suis pas historienne, mais en même temps, les grandes crises historiques m'ont toujours énormément intéressée. Je suis désolée, je suis un peu enrhumée, donc je parle un peu du nez. J'ai une voix plus sympa normalement, mais c'est pas grave. On Euh, peut comprendre. d'accord, tant qu'on me comprend, ça va. Et donc, j'avais entendu parler de la dictature argentine et des enfants qui avaient été volés par la junte pour les donner à d'autres militaires qui n'arrivaient pas à en avoir. Donc, j'avais entendu parler de ça. Ça se passait quand exactement ça? On est dans quelle année? Dans quelles À années? la fin des années 70, de 76 à 83, la junte a pris le pouvoir. Et bon, évidemment, comme la plupart du temps, quand les dictateurs s'emparent du pouvoir, ils n'aiment pas trop les opposants. Donc, comme j'ai envie de dire, comme d'habitude, dans tous les pays où il y a un régime dictatorial qui prend le pouvoir, ben, les opposants sont assassinés. Mais là, ce qui m'a saisi davantage, c'est que la junte emprisonnait les opposants et lorsque parmi ces opposants, il y avait des femmes enceintes, il les gardait
emprisonnées jusqu'à ce qu'elles accouchent pour s'emparer de leurs enfants et les donner à d'autres militaires qui n'arrivaient pas à en avoir. Et une fois qu'elles avaient accouché, ils les tuaient, alors parfois dans des centres, mais la plupart du temps, parmi d'autres prisonniers, ils les entassaient dans des avions et ils allaient les jeter encore vivants au-dessus de l'océan. Donc, ils mouraient noyés. Et c'est ce principe d'avoir un peu comme dans un poulailler, quoi. On garde des femmes, on utilise leur corps pour qu'elles enfantent et on s'empare de leurs enfants. Ça m'a complètement sidérée. Et ce qui m'a donc ça, voilà, je me suis toujours dit, il faudra qu'un jour j'écrive là-dessus. Je ne savais pas par quelle légitimité, parce que je ne suis pas argentine, que ça me concerne absolument pas directement, si ce n'est que je suis un être humain et que la souffrance des autres me saisit et m'insurge, donc j'ai envie d'en parler. Maintenant, le lien, voilà, j'ai besoin de sentir que j'ai ma place. Et puis, moi, j'aime bien laisser les vidéos défiler sur YouTube, les documentaires. Et un jour, j'ai entendu des voix. Alors, c'est pas mystique, hein, mais j'ai entendu les voix de 3 personnes qui s'appelaient Mariana, Pedro et Manuel, qui racontaient que 2 ans plus tôt, ils avaient découvert que leur nom n'était pas leur vrai nom, que leur famille n'était pas leur famille, que leurs parents n'étaient pas leurs vrais parents, et que en réalité, tout ce qu'ils savaient d'eux était faux. Et c'était en fait un documentaire de France 24 sur les enfants qui avaient été volés, les bébés qui avaient été volés lors de la dictature argentine. Et là, euh, en fait, c'était la première fois que je voyais des gens de mon âge parler des répercussions de la grande histoire. Et je me suis dit, mais c'est moi en fait. Enfin, c'est moi dans la mesure où on a le même âge, je me reconnaissais dans l'histoire de Mariana, qui était une jeune maman qui disait, ben voilà, jusqu'ici, c'était pas ça mon prénom. Je sais plus quel jour je peux fêter mon anniversaire parce que la date de naissance qu'on m'a toujours racontée, c'est pas la bonne. Maintenant, ça fait que quelques mois, enfin, ça fait 2 ans que je suis au courant de ma vraie identité, du fait que mes parents étaient enfermés. Et j'arrive pas encore à m'approprier complètement cette histoire. Donc, je peux pas fêter mon anniversaire le vrai jour de ma naissance. Donc, j'existe pas. Et ces 3 personnes racontaient que finalement, oui, on voit l'aspect romanesque même de se dire des bébés volés, on imagine le moment où ils sont volés, mais en réalité, c'est bien plus que ça. Ce sont des identités que l'on vole. Et c'est toute leur vie qu'ils doivent reconstituer l'identité. C'est toute leur vie qu'ils doivent remettre en question tout ce qu'ils pensaient être vrai. Ça, c'est un ressort romanesque puissant, c'est vrai, aussi. Mais oui, alors après, voilà, la question identitaire, c'est, bon, moi je fais une analyse, je pars du principe qu'on ne se connaît jamais complètement, qu'on est en réaction par rapport à nos vies et qu'on continue de se construire. Mais lorsqu'on apprend qu'il y a eu un mensonge constitutif, on n'arrive pas à faire le tri. Et c'est un peu ce qui va se passer pour Sophie, qui à la base... Raconte-nous un peu, alors avant d'en venir exactement à ça, pour ceux qui ne t'ont pas lu, je pense que c'est pas mal de revenir à l'histoire même dans laquelle on a donné le cadre. Là, revenons donc à ton histoire. Je voudrais justement, c'est un peu compliqué parce qu'il ne faut pas trop en dire, c'est ce qu'on évoquait. Je ne veux pas qu'on en dise trop parce que tu as construit ton livre un peu à la manière d'un polar, d'une enquête qui va être menée. Et si on en dit trop, c'est un peu gâché, je trouve. Donc, on va faire attention. Mais en tout cas, Sophie, qui est l'héroïne de ton livre, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous dresser son portrait? Qui est-elle? Alors, au début, Sophie, lorsqu'on la rencontre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent ne pas l'aimer. C'est quelqu'un d'extrêmement droite, solide, exigeante. Elle est même maniaque, hein, quelque part. Elle est pleine de toc. C'est une grande avocate, mais la vraie warrior, quoi, quelque part. Elle se fiche de défendre des causes qu'on ne respecte pas. Elle, ce qui l'intéresse, c'est gagner. C'est une avocate qui a une quarantaine d'années, mais qui a ouvert son cabinet à la trentaine, qui a tout déchiré. Enfin, c'est vraiment une réussite, en fait. C'est une réussite
tout sacrifié pour sa carrière. Elle était avec un homme qu'elle aimait, qu'elle avait rencontré lors de ses études. Elle a fini par s'en séparer parce que son travail passait avant. Elle a une petite fille qu'elle adore, mais encore une fois, son travail passe avant. En fait, elle a cette obsession de réussir en tant qu'avocate. Et c'est là que, quelque part, ce roman ressemble à mon deuxième, c'est que le fait d'être avocate, c'est son lien avec son père. Ouais. Et le lien de Sophie avec son père, c'est ce qui la constitue. Sophie, elle vient d'une famille où il y a deux clans. Il y a le clan de elle et son père et le clan de sa sœur et sa mère. Et donc, quelque part, toute sa vie, ça a été de renforcer la solidité de son clan à elle. Son père est un grand avocat qui a fini par devenir magistrat et qui est son modèle dans la vie. Il s'appelle, Comment? le papa s'appelle Thiago. Thiago Pérez, c'est un grand avocat à l'origine qui est devenu magistrat, qui incarne la justice et la justesse du monde à lui tout seul, en tout cas aux yeux de Sophie. Et donc toute sa vie à Sophie va constituer une conquête de l'admiration de son père. Et elle pense que Il a commencé tôt, son papa l'a biberonné au droit. Hein. Très vite, il lui a parlé de règles juridiques. Voilà, et alors là, pour le coup, tu vois, moi, la ressemblance peut-être avec moi, c'est que très tôt, je voulais ressembler, moi, à mon père et je voulais devenir médecin. Tout comme dans le livre, Sophie prend un peu des cours de droit tous les samedis matins avec son père depuis qu'elle est jeune. Ben moi, mon père m'enseignait comme ça un peu la médecine. Alors, c'était pas le samedi parce que lui, il travaillait le samedi, mais on avait à peu près une fois par semaine un moment où il m'enseignait la médecine. Sauf que moi, à 3 mois du bac, ah oui, non, ça a complètement foiré. Moi, à 3 mois du bac, je me suis dit, mais en fait, je suis beaucoup trop hypocondriaque. Je ne vais pas gérer du tout le fait que mon bureau, ce soit un hôpital et que toute la journée, je sois obligée de rassurer des gens malades, en fait. Je ne vais pas y arriver. J'ai beaucoup trop d'empathie. Je n'arrive pas à avoir la distance nécessaire. Je ne pourrais pas être médecin. Donc, ça a été une grande désillusion, mais peut-être pour le mieux, puisqu'au final, je ne fais peut-être pas ce que je fais aujourd'hui. Donc, voilà. Mais en tout cas, pour ce lien très spécial de mon héroïne avec son père, j'ai essayé de puiser, moi, dans ce que j'imaginais devoir faire pour que mon père m'admire. Alors, en revanche, elle nourrit pas du tout le même type de relation avec sa maman. Non, bah non, puisque sa maman est dans le camp adverse, quelque part. Euh, il faut savoir que les parents de Sophie sont des immigrés espagnols. Ils ont fui l'Espagne de Franco et ils l'ont fui dans des conditions dramatiques puisqu'il y a eu un incendie qui a ravagé. Ils étaient voisins, enfants d'agriculteurs et donc ils avaient des fermes qui étaient voisines et un incendie a ravagé le village et leur ferme et donc ils ont perdu toute leur famille. Ils sont arrivés en France sans aucun souvenir et surtout avec énormément de difficultés à raconter cette histoire. Donc, Sophie et Aurélie, sa sœur, finalement, ne savent quasiment rien de leur famille, à l'exception de leurs parents. Et autant Thiago a appris le français, il a réussi à reprendre ses études, à devenir un avocat illustre alors qu'il était espagnol, autant la maman de Sophie, Paola, c'est pas du tout le cas. Elle a toujours un accent, elle a pas fait grand-chose de sa vie. Enfin voilà, c'est un peu la maman fragile et Sophie n'aime pas trop la fragilité. Oui, puis à l'inverse de Sophie, c'est sa sœur qui nourrit une relation très Ouais, proche de la maman. voilà, Et du coup, les relations de Sophie avec sa sœur en pâtissent un petit peu. En tout exactement. cas, oui. Exactement. Et Sophie s'est toujours dit, je ne sais pas comment je peux être et la fille et la sœur de ces deux personnes. C'est vrai. Ils ont rien à Alors, voir.
Elles sont très, très différentes. Alors, je pense que je ne trahis rien en disant que, parce que je vérifie très vite, mais sur la 4e de couverture, je je crois que c'est dit. Voilà. Le papa de Sophie, donc Thiago, dont on parlait, va mourir relativement brutalement. Il va mourir d'un cancer de la gorge. Et il y a une phrase qui est très forte dans ton livre. C'est pendant qu'il est hospitalisé, donc il est aux soins palliatifs. La psychologue qui l'accompagne, à un moment, discute avec Sophie et lui dit il y a les cancers de la gorge n'arrivent pas par hasard. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ou si c'est quelque chose qui a servi ton intrigue, mais en tout cas, elle lui dit. Et elle l'encourage à parler avec son père en lui disant il y a peut-être des choses que votre père n'a pas dit. Il y a d'autres personnages dans ton livre qui expriment des choses de manière corporelle, notamment je ne veux pas revenir, mais enfin, il y a d'autres personnes qui expriment des choses comme ça. Et je me demandais si tu pensais effectivement que notre corps parlait pour nous le plus souvent. Moi, je l'ai expérimenté. Donc, voilà, moi, j'ai une maladie aux yeux invalidante. Donc, je suis. Bon, là je suis traitée, donc, mais je suis malvoyante. Voilà, j'ai ma petite carte d'handicapée très sympathique que j'adore avoir dans mon portefeuille. Passons. Non, ça a été un long processus pour accepter de déposer le dossier de handicap, etc. C'est pas quelque chose qui se fait de façon simple. Bref, c'est une maladie des yeux qui est héréditaire, mais qui se développe. On ne sait pas trop ni comment ni pourquoi. Et il se trouve que moi, j'ai eu plusieurs grosses crises où j'ai perdu énormément de vision, où j'ai passé plusieurs mois dans le noir parce que la lumière m'était insupportable, parce qu'on ne trouvait pas une façon de corriger ma vue. Donc, quand je sortais, je tombais, je prenais les poubelles. Enfin, c'était très compliqué. Et j'ai commencé à faire une psychanalyse. Et du jour où j'ai commencé à faire une psychanalyse, je n'ai plus jamais eu de crise. Et ma maladie, donc ça ne s'est pas réparé, mais ça s'est complètement stabilisé. Alors, ce n'est pas une maladie psychologique, c'est une maladie qui s'accentue lorsque j'ai des grosses périodes d'angoisse ou des questionnements plus profonds. Enfin, je me suis dit, au final, il y avait peut-être des choses que je ne voulais pas voir dans ma famille. Et je me suis moi-même aveuglée. Et donc, voilà, mais c'est vrai pour des maladies plus graves, c'est vrai, toutes les maladies de peau comme le psoriasis, comme l'eczéma, comme parfois des pertes de poids ou des prises de poids ou des pertes de cheveux. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses sans aller jusqu'au cancer qui se révèlent à cause de notre existence psychologique. Donc oui, c'est quelque chose qui me fascine parce que moi, la psychologie m'intéresse énormément et je pense qu'on se piège nous-mêmes dans la vie, qu'on a tendance à répéter beaucoup de schémas qui nous ont fait souffrir ou à tout faire pour s'en éloigner. Mais de toute façon, quand on se construit à contrario ou en parallèle, on est toujours par rapport à quelque chose. Donc, tant qu'on est par rapport à des parents, par rapport à une maman, quand on dit bah, moi, je suis tout le contraire de ma mère, hors de question que je refasse les mêmes bêtises, on reste quand même dans le sillage de notre mère. Donc, on n'est pas dans une indépendance psychologique. Bon, bref, tous ces sujets-là me fascinent. Tout ce que l'on transmet aussi sans le dire, d'inconscient à inconscient. Très présent dans ton roman. Voilà, hein, c'est très, très présent. J'ai voulu, j'ai voulu en parler, j'ai voulu travailler. Et oui, évidemment qu'il y a des cancers qui se créent par le mode de vie. Maintenant, reste à prouver que le mode de vie n'est pas lié à nos souffrances psychologiques. Quelqu'un qui va fumer beaucoup, pour moi, je n'ai jamais reproché à quelqu'un de fumer énormément. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une souffrance qu'il a besoin de combler par autre chose. Il y a un stress qu'il a besoin de combler. Les addictions sont une maladie psychologique. Sans jugement. Hein, donc, bon, voilà. Ce qui fait que l'on finit par tomber malade, oui, il y a des modes de vie qui peuvent faciliter l'apparition de certaines maladies, mais il y a aussi l'inconscient. Alors, il y a un personnage de ton roman sur lequel peut-être on aura le temps de revenir, c'est Dimitri. En tout cas, il dit quelque chose d'important. Il dit à un moment à Sophie, le mensonge, parfois, ça vaut mieux. Est-ce que pour toi, toute vérité est bonne à dire?
Je suis pas tout à fait d'accord avec Dimitri, mais tu vois, je ne prends pas que des personnages avec lesquels je suis d'accord. Je me fais un peu violence aussi. Non, c'est pas que toutes les vérités sont bonnes à dire. Je pense, moi, au contraire, qu'il y a une façon de dire les choses et qu'il y a un moment. Mhm. De toute façon, il y a des moments où on ne peut pas entendre la vérité. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer pour Sophie. Sophie, elle va être, bon, à la mort de son père, elle va faire une découverte qui va chambouler tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même. Donc, je ne dévoile pas tout en disant ça, hein, mais absolument toute sa vie va être remise en question parce que quand notre propre identité est remise en question, c'est toutes nos fondations, ce sont toutes nos fondations qui sont remises en question. Donc, elle va complètement refouler. Elle va refuser d'entendre et de voir cette vérité. Elle a même Et des elle le fait preuves. à sa manière très forte, comme elle a dirigé sa carrière, elle fait la même chose pour Voilà. sa vie personnelle. Elle va diriger son aveuglement, elle va rentrer, si c'est possible, encore plus dans son travail, elle va commencer des sports de combat, elle va vraiment, Ah, ouais. voilà, elle va s'étouffer sous une masse de choses à faire, comme on a tendance à faire quand on veut fuir notre vérité, hein, on se Mhm. déborde nous-mêmes. Sophie, ça va être ça. Elle va tout faire pour refuser de voir la vérité, parce qu'elle n'est pas capable de l'entendre. Sauf que c'est son corps qui va la rappeler à l'ordre. Qu'à un moment donné, elle va devoir mener l'enquête et aller jusqu'à Buenos Aires pour trouver la vérité, découvrir la vérité, parce que pour elle, c'est une question de vie ou de mort à ce moment-là. Mais véritablement, c'est-à-dire que son corps ne la suit plus. Son corps refuse le mensonge et son corps l'oblige à faire face. Elle n'a plus vraiment le choix, en fait. Voilà. Est-ce que tu penses qu'on peut se construire quand notre histoire est soit tronquée, soit qu'il en manque des morceaux, ou qu'on a le sentiment d'avoir été trahi? Est-ce qu'on peut quand même continuer? On peut continuer maintenant dans quel état? Voilà. Et encore une fois, tout est une question de, comment dire, quel niveau d'aveuglement on a. Il y a des gens qui, toute leur vie, ignoreront une part de leur identité parce que leurs parents sont plus là ou qu'il n'y a personne pour témoigner. Et à un moment donné, il faut quand même qu'ils vivent. Il y a des moments où dans la vie, on ne peut pas en savoir plus. Mais il faut qu'on admette que on se construit avec des bases manquantes et qu'on ose le dire. Voilà, en fait, qu'on admette de vivre avec une part que l'on ne saura pas. Là, c'est pire que ça, en fait. Sophie, elle refuse cette part qu'elle ne connaît pas. Donc, elle se ment. Je crois qu'on peut continuer quand on cesse de se mentir, quand on admet qu'on ne saura pas tout, quand on admet qu'on a tout fait, qu'on ne peut pas aller plus loin véritablement. Voilà. Je crois en revanche que tant qu'on se ment, eh ben, ça nous emprisonne dans la vie. Alors, il y a un autre aspect aussi de transmission de mémoire qui est intéressant dans ton roman, c'est ces enfants, il y a des personnages qui portent l'histoire de leurs parents, malgré eux, qui ont été des criminels. Comment on vit avec ça? Est-ce que dans ce cas, ça serait pas mieux de ne pas savoir finalement et de ne pas porter ça? Alors déjà, je crois que on nous transmet, sans le vouloir, de génération en génération, des angoisses. Parfois, et d'ailleurs c'est un peu ce qui se passe avec Sophie, hein, ces tocs ne viennent pas de nulle part. Elle a un Bien sûr. besoin de tout contrôler. Elle a un besoin de tout contrôler. Pourquoi? Parce qu'au fond d'elle, elle sent bien qu'il y a quelque chose qu'elle ne contrôle pas du tout. Mhm. Et la plupart du temps, les gens qui sont complètement monomaniaques, qui ont besoin voilà, d'avoir des limites très précises dans leur quotidien sur ce qu'ils sont capables de maîtriser ou pas, c'est parce que derrière, ils sentent bien qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Ils ne maîtrisent pas leur vie, ils ne maîtrisent pas peut-être leur vérité, ils ne maîtrisent pas le destin de personnes qu'ils aiment, etc. Alors ils se rabattent sur ce qu'ils peuvent maîtriser. Sophie, c'est exactement ça ce qui se passe pour elle. Et donc, je crois que qu'il s'agisse d'être un enfant de victime ou un enfant de bourreau, c'est Mhm. impossible de faire comme si ça n'existait pas, puisqu'il y a des choses qui circulent malgré nous. Les inconscients se parlent entre eux et on a beau vouloir cacher les choses,
les enfants découvrent toujours. Voilà, moi j'ai été interviewée il n'y a pas très longtemps parce qu'il y a une journaliste qui souhaitait faire justement un ouvrage sur les petits-enfants de personnes déportées ou qui avaient été cachés pendant la guerre et comment est-ce qu'on grandit, comment est-ce que le récit de la Seconde Guerre mondiale se fait de façon intergénérationnelle. Et moi, je racontais que, en gros, j'ai vu mon premier psy, j'avais 5 ans et demi, parce que j'étais persuadée, quand il y avait des gens qui montaient des escaliers, que c'était la Gestapo qui venait m'arrêter. Bon, j'ai 40 ans, je suis née en 80, il n'y avait pas la Gestapo au début des années 80 dans un immeuble du 19e arrondissement à Paris, quoi. On m'avait jamais pris entre quatre yeux à 5 ans pour me raconter la déportation. Donc, je ne saurais pas te dire comment j'ai eu cette peur, mais je l'avais. En tout cas, elle était là, elle était assez Au forte. point que j'ai dû aller voir une psy d'ailleurs qui était Madame Buzyn et dont la Ouais, fille c'est pas vrai. ouais, elle est devenue ministre par la J'ai suite. vu aussi. Ah bon? Et ben voilà, Tu parles de Hetty Buzyn. exactement. Ah ouais, moi, elle a un peu changé ma vie, ouais. Bon, on en parlera une autre fois. Ouais, voilà. Tu vois, quand je disais qu'on était connectés toutes les deux, ben voilà, je suis allée voir Madame Buzyn, j'avais 5 ans et demi, voilà, parce que j'avais très peur qu'Hitler revienne, de mourir et que la Gestapo vienne m'arrêter, tu vois. Donc, j'étais tranquille comme enfant, j'étais un vrai plaisir pour mes parents. Génial. Mais tout ça pour te dire que j'ai petit à petit essayer de recoller, d'avoir des images. Et je me suis rendu compte que j'allais très souvent chez mes grands-parents quand j'étais petite. Et derrière la porte de la chambre de ma tante, il y avait une photo de quelqu'un que je ne connaissais pas, dans un grand cadre très beau. Et je ne savais pas qui était cette personne. Et mes grands-parents enfin, je connaissais, ils sont très chaleureux, ils étaient très chaleureux. Enfin, je veux dire, je connaissais tous les gens qui étaient en photo chez eux. Et c'était pas normal, dans ma tête de petite fille, de me rendre compte qu'il y avait quelqu'un que je connaissais pas. Et petit à petit, j'ai tiré le fil. Et en fait, c'était le frère de ma grand-mère qui était mort à Auschwitz. Et elle n'osait pas accrocher cette photo. Et en même temps, elle ne pouvait pas accepter de mettre son frère, de le faire disparaître de la maison aussi. Donc voilà, quand on arrive sur Terre, on arrive au milieu d'un puzzle dont toutes les pièces sont éclatées. C'est l'histoire de notre famille et notre première envie quand on est enfant, c'est de comprendre d'où on vient et de reconstituer ce puzzle. C'est clair. Donc, il n'y a rien qui peut nous échapper. Alors, pour peut-être être un peu plus léger, je voudrais revenir au personnage de Dimitri, qui est, alors je suis La très lumière, fleur bleue. au bout du tunnel, il y a de la lumière hein, quand même. Hein, voilà. Que le soleil brille encore. Voilà, le soleil, il brille encore. Hein, voilà, c'est pas l'orage et la nuit noire tout le temps. Exactement. Et donc, il y a un petit côté fleur bleue que j'aime beaucoup, qui est incarné par le personnage de Dimitri. Alors, raconte-nous un peu qui est Dimitri. Il fait un métier génial. Alors, Dimitri, lui, il se charge de traduire et de décrypter des écrits anciens. Voilà. Donc, lui, son premier travail, ça a été d'essayer de comprendre une lettre qui avait été envoyée lorsque les Juifs ont été expulsés d'Espagne. Lui, du coup, il a énormément de recul sur les guerres, sur finalement, c'est un peu toujours les mêmes drames qui se jouent dans le monde. Hein. Les guerres, l'amour, je t'aime, tu m'aimes pas et je t'écris, etc. Et donc, lui, voilà, c'est ça son travail, c'est d'essayer de retrouver un sens dans des vieilles lettres, dans des vieux textes qui ont été abîmés par le temps, mais au vrai sens du terme, c'est-à-dire des vrais papiers qui ont été abîmés, où les mots n'ont plus vraiment de séparation, où certaines lettres ont perdu leur jambage, etc., etc. Donc c'est ça son métier. Il parle plusieurs langues, il est historien, enfin voilà, lui, son métier, c'est le passé. Et il va rencontrer Sophie, parce que finalement, Sophie se dit, mais il me manque une partie de mon histoire, tout mon côté espagnol finalement. Mes parents nous ont toujours dit qu'on allait retourner en Andalousie pour voir là où ils sont nés, même s'il ne reste que des cendres. Et finalement, comme bien souvent dans la vie, on se dit qu'on va faire, on va faire, on va faire. Et puis finalement, le temps passe et on n'a jamais fait.
Et quand les gens comme ça, proches de nous, meurent, on se dit, mais comment est-ce que c'est possible qu'en 40 ans, on n'ait jamais trouvé le temps de faire? Et ça, on se l'est tous dit à un moment donné, quand on perd un proche, on s'est tous dit, mais c'est pas possible. Je me suis dit toute ma vie que j'allais l'emmener dans cet endroit. Je me suis dit toute ma vie que j'allais faire ce voyage, etc. Et puis, je ne l'ai jamais fait. Bon, ça s'explique à plusieurs niveaux, hein. Déjà, pour Sophie et sa sœur, elles se sont toujours dit qu'il y avait tellement de souffrance lorsque leurs parents abordaient ce sujet que oui, ils feraient ce voyage, mais quand ça ferait moins mal. Sauf que c'est jamais venu. Et donc Sophie s'est dit, bah voilà, là mon père est mort, bah, la maman de Sophie et Aurélie, elle est en EHPAD, enfin elle est dans un institut parce que quelques années plus tôt, elle a fait un AVC, évidemment, dont on comprendra les causes plus tard dans le roman, en tout cas qui ne sont pas du tout liées à ce que Sophie pensait. Et donc elle s'est dit, bah voilà, là, j'ai le droit en fait, j'ai le droit de retourner sur les traces de mon histoire et de toucher ma terre. Donc, elle a besoin d'un guide et elle va enfin, par le biais d'une ancienne cliente, elle va être mise sur la voie de ce guide et elle va le rencontrer comme ça. Et c'est là qu'elle va se rendre compte qu'il y a un problème dans l'histoire qu'on lui a racontée. Elle se rend compte qu'il y a un problème dans l'histoire qu'on lui a racontée, puis elle va se rendre compte qu'en fait, avec ce garçon, il y a une sorte de bien-être immédiat. Elle qui est toujours inquiète et toujours dans le contrôle, là, c'est différent. C'est quelque chose d'un peu différent. Voilà, elle est très intellectuelle, Sophie. Avec le père de sa fille, avec Baptiste, ça a pris des années de séduction intellectuelle parce qu'ils étaient dans la même classe, ils avaient besoin de voir qui allait être le premier aux examens à chaque fois. Enfin voilà, il y avait cette espèce de séduction intellectuelle. Avec Dimitri, c'est physique. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes, hein. Ils sont très intelligents tous les deux, ils ont une répartie. Mais voilà, il y a une attirance qui ne s'explique pas. Il y a quelque chose d'immédiat. Est-ce que toi, tu as eu besoin d'aller en Espagne ou en Argentine pour écrire ton livre? Non. En fait, moi, je me sens beaucoup plus libre quand je ne connais pas. Bizarrement, hein, j'aime bien être chez moi et mener ma petite enquête. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, déjà avec Internet, on peut quand même voyager sans voyager. Enfin, je veux dire, tous les cafés que je cite, j'y suis allée avec Google Maps. Enfin, tout existe si tu veux. Tous les endroits existent. J'ai pu zoomer. Mais moi, quand je voyage, je suis tellement happée par ce qu'il y a autour que finalement, je réfléchis moins. Enfin, en gros, je pourrais écrire, mais 10 ans plus tard, sur les endroits que je visite. Alors que là, j'avais envie d'écrire là-dessus. Donc, je me suis renseignée à travers des livres, à travers Internet, à travers des documentaires. Donc, tu n'es pas allée dans El Ateneo Grande Splendide? Non, pas du tout. Alors, par contre, allez voir sur Internet, c'est magnifique, hein. Donc, c'est une superbe librairie qui est un ancien théâtre. Ouais. Et d'ailleurs, tu as une très jolie phrase à ce propos. Tu dis ce lieu est une parfaite métaphore de mon existence et de l'Argentine. Sous le tas des apparences, aussi splendides soient-elles, se cachent des milliers d'histoires, hein, des drames, des contes, des légendes, des déceptions. Est-ce que c'est ce que tu penses quand tu es dans une librairie? Tout à fait. Moi, pour moi, un livre, c'est une personne. Et j'ai beaucoup de mal à faire complètement la distinction entre l'écrit et la personne qui l'écrit. Et j'aime la présence des livres parce que j'ai l'impression d'être entourée de gens. Voilà. Donc oui, ce sont des histoires, mais en même temps, je trouve qu'on est toujours l'auteur du récit de notre propre histoire. Et ce récit change avec le temps. Moi, quand je raconte ma vie, je ne la raconte sûrement pas de la même façon qu'il y a quelques années. C'est une question que je voulais te poser. Est-ce que c'est un livre que tu aurais pu écrire avant de devenir maman, celui-ci? Ben, figure-toi que je l'ai écrit avant de devenir maman, puisque je l'ai écrit il y a quelques temps. Je l'ai D'accord. réécrit en étant maman, mais je pense qu'on peut tout à fait penser le lien maternel avec sa propre maman. Bien sûr. Voilà. Alors oui, mais d'ailleurs, tu sais que je ne l'ai pas relu depuis très longtemps parce que, en fait, je pense qu'il me chamboulerait mon propre livre parce que je suis devenue maman. Voilà. Mais oui, oui, pour moi, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, tu sais, alors, c'est pas pour dire, je passe pas ma vie chez les psys, mais avant de trouver celle qui me suit aujourd'hui, j'en ai vu plusieurs. Et
ce qui m'a convaincue, c'est la façon dont je lui ai raconté ma vie. C'est-à-dire qu'on est toujours vraiment l'auteur du récit de notre propre vie. Donc, je ne fais pas la distinction entre les humains et les histoires que l'on raconte. Voilà. En tout cas, ça te réussit bien. Merci, c'est gentil. Nathalie nous a rejoint. Oui, Oui. je l'ai dit. Moi, j'ai passé une formidable après-midi en Argentine. Ton écriture m'a complètement happée. Pourtant, je suis une lectrice assez difficile, mais là, je suis rentrée complètement dedans. Alors, je suis d'accord, ce n'est pas tout noir. Parce que, est-ce que tu as un problème avec la propreté, Sarah? Parce qu'il y a une scène du début, Sophie est dans son cabinet d'avocat avec des stagiaires, mais qui est drôlissime, qui est vraiment très drôle. Est-ce que tu as un problème avec ça? Alors écoute, j'ai pas de problème avec ça. J'ai été avec quelqu'un qui lui avait un véritable problème avec ça. Donc bon, ça c'est pas très bien terminé, mais j'ai été en fait au contact enfin, je sais ce que c'est que la maniaquerie, la vraie. Voilà. Ça va au-delà chez Sophie, hein, quand elle se met à laver le savon avant de se laver les mains. Tout mais moi, si tu veux, j'ai habité dans une maison où j'étais obligée de nettoyer le savon. Voilà. Ah oui. Je vais pas, non, non, mais je vais pas étaler ma vie. Donc, j'ai connu des gens, parce que je m'y suis intéressée, qui lavaient leurs enfants à l'eau de Javel. Voilà. Non, non, mais c'est, la vraie obsession du propre, je l'ai côtoyée. Voilà. Alors, il y a eu des questions par rapport au titre, bien sûr, et à la couverture. Qui a choisi cette magnifique... Alors là, je ne sais pas si on voit bien, ce sont des jambes d'adultes, et là, c'est un enfant. Alors, je ne sais pas si je peux le rapprocher plus. Oh, en fait, c'est l'ombre. Ouais, c'est l'ombre. Oui. Mais... J'ai pas vu un enfant, j'ai vu une ombre. Ah ouais, moi, je vois un enfant, tu vois. Alors, c'est l'ombre, mais je suis d'accord avec toi. Il y a une position d'enfant que l'adulte n'a pas. Elle a complètement double sens. En fait, c'est une des correctrices donc, qui travaille avec Lisa Liotto, qui est même plus qu'une correctrice, hein, qui s'appelle Cécile Rivière, a un compagnon qui est graphiste et qui a trouvé cette photo. Et leur idée de génie, alors je ne sais pas qui chez Kalman Levy a eu cette idée de génie, ça a été de retourner. C'est-à-dire que ce soit l'ombre et cette curieuse silhouette qui fait très enfantine comparée à l'adulte qui est en bas. Ah, moi, j'ai cru que c'était un enfant, hein, carrément. Ouais. L'ombre est très spéciale en fait. Et de la retourner parce que jusque-là, bon, c'est évidemment pour évoquer la double identité et que jusqu'ici, c'est plutôt l'ombre qui prend le pas jusqu'à ce que Sophie soit face à la vérité. Et ce titre, Puisque le soleil brille encore. Alors, c'est un titre qui a plusieurs sens. Hein. J'essaye toujours de donner plusieurs sens. Enfin, j'essaye. J'y arrive pas toujours, mais en tout cas, celui-là, j'y suis arrivée, je crois. Déjà, c'est à la base pour dire qu'il y a quand même un peu d'espoir au bout du chemin. Donc, j'espère qu'il y a un peu de lumière. Donc, le soleil il brille encore. Les lendemains sont possibles. Voilà, demain, on va se lever. Hein, donc, voilà. Il y a aussi le fait que quand on fait la vérité sur quelque chose, on dit que c'est faire la lumière. Et ce qui est très déstabilisant parce qu'en réalité, bien souvent, la vérité, quand elle est trop forte, elle nous aveugle. Et pour Sophie, c'est un peu ça. Hein. La vérité va la plonger dans le noir, ça va la plonger dans les ténèbres. Donc, il y a ce jeu de mots, en fait, sur la vérité, la lumière, le soleil, et le fait que la vérité nous conduit un peu dans un tunnel vers la lumière. Et puis, il y a aussi le fait que le drapeau argentin a en son centre un soleil. Et que finalement, le soleil qui brille encore, ce sont les braises de la dictature qui continuent de flamber. Voilà, parce que... non, mais c'est... On dénombre aujourd'hui à peu près 30 000 disparus dans la dictature argentine et à peu près 500 enfants volés, mais de façon officielle, on ne sait pas officieusement combien il y en a. On a retrouvé l'identité d'à peu près 119 enfants, ce qui fait qu'il y en a encore 400 qui ne savent pas, grandissent dans des familles qui ne sont pas les leurs, que parmi les 30 000 disparus, c'est autant de familles en fait qui ne savent pas ce qui est arrivé à leurs enfants et c'est une souffrance quotidienne. Donc les braises, elles continuent encore de flamber. Moi, ce que j'ai trouvé brillant dans ton roman, c'est que tu as pris ce parti pris d'être
française, donc tu n'es pas argentine, donc tu n'avais aucune légitimité, c'est ce que tu disais, et tu te mets à la place de tu es rentré dans le personnage de Sophie et tu y allais comme ça. Et ça donne du poids au texte parce que finalement, nous aussi, on peut se mettre à la place. Et ça, c'est assez bien vu. Ça a été compliqué à choisir. Est-ce que tu restais toi-même ou est-ce que tu te mettais dans la place d'une Argentine? Non, mais tu as tout à fait raison. En fait, un de mes plus gros casse-têtes pour écrire ce roman, ça a été le positionnement du départ. J'avais lu un livre quand j'ai commencé à me renseigner d'Elsa Osorio, qui est elle est pour le coup argentine et elle racontait une histoire comme ça d'enfants disparus, d'identité volée. Et je me suis dit, mais jamais je pourrais faire ça, mais parce que elle a l'Argentine qui coule dans ses veines. Elle a un ressenti que je n'aurais jamais. Moi, j'aime raconter la petite histoire à travers la grande histoire, mais il ne faut pas que je me loupe sur la petite histoire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sente un petit peu de moi. Et je me suis dit, bah, finalement, le seul moyen que j'ai, c'est de trouver un lien avec moi, et donc avec une petite Française en quête de son identité, où là, vu que ça m'obsède comme sujet, je suis légitime. Et donc, bah, je vais mener l'enquête au même titre qu'elle. Et donc, tous les documents du roman sont vrais. Tous les reportages qu'elle va voir, tous les articles qu'elle va trouver, mais même je les cite. Et je me suis dit, ben, ça, moi, ça m'aurait fait, j'aurais adoré en fait en tant que lectrice pouvoir me dire, ah mais je vais aller trouver ce truc-là. Ah ben oui, tiens, il est sur Internet, il est dans la recherche Google, je tombe On dessus. va chercher aussi. Voilà, et moi, j'aimais beaucoup ce principe. Alors, ça n'a pas toujours été simple parce qu'il faut savoir que bah, il y a des procès qui sont encore en cours, qu'il fallait que entre les différentes dates et elle, le moment où elle trouve les articles, bah, fallait que ce soit cohérent. Donc là, pour le coup, je me suis un peu arraché les cheveux et mon éditrice aussi parce qu'il fallait que ça tombe bien, il fallait que la chronologie tombe bien. Et, enfin, voilà, il y avait beaucoup de choses à orchestrer. Mais en même temps, j'y tenais énormément. Je tenais énormément à mener la même enquête que mon héroïne. Mais alors, tu n'es pas argentine, mais par contre, dans ton écriture, transpire ton passé. Et ça, ton passé, tu en as parlé, tu l'as évoqué tout à l'heure. Ça aussi, ça donne de la profondeur et ça donne aussi. Tu n'es pas argentine, mais tu as ton passé et l'écriture, et c'est très littéraire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous bouscule et qui nous bouleverse tout au long de la lecture, parce que c'est ancré en toi, mais tu nous le passes à travers tes mots. Et ça, je ne sais pas si Julie est d'accord avec ça, mais c'est très surprenant et c'est très réussi parce que franchement, on est là, on se dit, mais qu'est-ce qui nous arrive, on est sous tension, tu nous mets sous tension. Puis par moment, tu redescends un peu la pression et on repart. Mais bon, je ne vais pas monopoliser la parole, parce qu'il y a une question de Marion. Est-ce qu'on écrit avec la part qu'on ne connaît pas ou faut-il avoir un plan déterminé à l'avance? Alors, moi, je pense qu'il faut avoir énormément travaillé un plan pour pouvoir laisser libre cours à la partie qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que moi, je mets des mois à... Alors, moi, c'est moi. Hein, il y a probablement d'autres auteurs qui font différemment. En tout cas, moi, je passe des mois à prendre des notes, à essayer de travailler un plan, une chronologie. Enfin, voilà, j'ai besoin d'avoir une base très, très, très solide pour pouvoir me faire moi-même des petites surprises, des petites envolées et voilà, avoir accès à des choses que je n'attendais pas. Il y a eu un commentaire aussi en disant qu'il y avait beaucoup de références cinématographiques et musicales. Oui. Ouais, C'est pourquoi faire c'est ton passif parce que tu as travaillé dans l'audiovisuel, c'est ça qui revient? Alors, moi, j'ai une maladie aux yeux et du coup, j'ai un rapport à l'image. J'ai besoin de visualiser les choses. Voilà, donc j'ai besoin on me dit souvent que j'écris de façon cinématographique, mais parce que j'ai besoin de voir la scène. Et ce qui m'a, moi, un peu sauvée quand j'ai eu ces longues périodes dans le noir, c'était d'écouter des livres audio ou d'écouter des documentaires. Et, euh, et j'aimais du coup forcément les livres qui me plongeaient dans un univers que j'arrivais à me représenter.
Et du coup, ça m'est resté et je me suis dit que il faut que je le fasse en fait. Il faut voilà que j'ai cette écriture où il y a des scènes. Moi, j'écris des scènes en fait. Je me dis pas que j'écris des chapitres, je me dis que j'écris des scènes. Voilà, donc ça vient peut-être de là et sûrement, oui, j'adore moi lire des scénarios et j'adore lire aussi des manuels de scénarios. Voilà, donc peut-être que ça transparaît à ce niveau-là. Alors, il y a la question qui tue, la question Sarah Baruch, page 160. Est-ce que tu peux répondre à la question que Nawel pose à Madame Alvarez? Est-ce que tout peut se réparer? Euh, j'ai envie de dire déjà, tant qu'on est vivant, oui, mais encore faut-il le vouloir. Parfois, on n'arrive pas à réparer les choses parce qu'au fond de nous, il y a une partie qui n'a pas envie de réparer. Voilà. Et je crois que on est aujourd'hui dans une sorte de dictature de la perfection, du bonheur, d'être obligé de se dire que il faut réparer pour que ce soit beau, il faut réparer pour que ce soit parfait. Moi, je crois qu'on commence à être en paix dans la vie quand on sait que rien n'est parfait, que tout n'est pas forcément beau et que la beauté, elle est dans l'acceptation que tout n'est pas beau. Voilà. Donc oui, on peut réparer dans la mesure où on n'attend pas, une fois réparation, d'avoir un produit neuf. On accepte d'avoir un produit réparé. Et bien avec la vie, c'est pareil. Il y a beaucoup de questions dans ce livre. Il y a beaucoup de qui pourraient faire objet des questions du bac, puisqu'il y a aussi est-ce que l'on accepte un jour la fin des possibles, ou encore après tout, ne nous sommes pas ce que nous nous laissons paraître. Donc ça, c'est très intéressant. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ta définition du manque. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as écrit sur la notion de manque? Pas du tout. Et Je dehors, de morsure. tu dis que c'est liquide et que ça s'infiltre partout. Et j'ai trouvé ça très juste. Oui, ben, c'est ça qui est insupportable avec quand des gens qu'on aime s'en vont. C'est qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont venir nous rattraper. Et que et voilà, moi, ça m'est arrivé, en fait, j'ai perdu un oncle que j'aimais énormément au moment où j'ai commencé à écrire ce roman, qui est mort d'un cancer. Et c'est ça qui m'a inspiré tout le début du roman, parce que j'avais ma tante qui m'appelait pour me dire, je ne sais pas quoi faire de toutes ces caisses. Je ne sais pas quoi faire de toute sa carrière, finalement. Je ne sais pas quoi faire de tous ces dossiers. Et je me suis dit, mais alors moi, avec mon imagination, mais imagine, je vais l'aider et je trouve un document qu'il ne faut absolument pas que d'autres découvrent. Imagine, j'apprends quelque chose sur mes cousines et ça me tétanisait en fait. Voilà. Et le manque, il se fait à des détours que l'on n'attend pas. Il se fait, voilà, là, sur le prochain roman que j'écris, il y a un passage que j'écris sur les bibliothèques. Et c'est venu parce que j'ai déménagé et j'ai dû trier mes livres. Et en ouvrant certains livres, je suis tombée sur des tickets de caisse où une copine m'avait écrit un mot. Et donc les livres, c'est au-delà de l'histoire que ça raconte, c'est tout l'univers qu'il y a autour, c'est les notes que je prenais il y a 15 ans dans un livre, c'est les garde-pages que j'avais avec cette époque. Et je suis tombée sur un livre que m'avait donné mon grand-père. Et à l'intérieur, il y avait un mot qu'un de ses amis lui avait écrit parce qu'il lui avait confié ce livre. Et mon grand-père que j'adorais, que j'ai perdu et qui me manque tous les jours, est revenu dans ma vie à travers un mot dans un livre. Et je me dis, voilà, le manque, c'est liquide parce que d'un seul coup, j'ai eu un frisson qui m'a parcouru, j'ai senti mes pieds, j'ai senti mes mains, alors que dans la vie de tous les jours, on ne sent pas nos pieds, on ne sent pas nos mains, on les sent quand on a une émotion très forte. Donc voilà, c'est en ça que c'est liquide. C'est inattendu et ça se propage partout. Voilà, donc tout ce que vient de raconter Sarah, c'est à l'intérieur de ça. Et ça vous chamboule, voilà, vous rentrez dedans, vous en sortez. Alors moi, je vais le dire, hein, quand j'ai terminé ma lecture, je dis putain, voilà, c'est le premier mot qui vient de venir. Je me dis, mais putain, ce livre. Et ça m'a vraiment, il m'a fallu, et je suis sortie parce qu'il a fallu que je prenne l'air. Et voilà, après, non, alors donc, lisez ce livre, puisque
Le soleil brille encore. Ce n'est pas tout noir, il y a vraiment une lumière au bout du tunnel, comme disait Sarah. Donc c'est chez Calman Levy, c'est en librairie depuis quelques jours. Donc allez-y, si cette nuit vous avez vraiment envie de l'acheter, vous pouvez aller sur le site, un endroit où aller, vous avez un petit clic pour l'acheter aussi. Ça s'est redirigé vers une librairie indépendante. Avant de donner le mot de la fin à Sarah et la remercier, on se retrouvera lundi avec Gisèle Ziglac pour un essai qui s'appelle Subversive. Et ça sera, et c'est paru aux éditions Payot. Julie, merci beaucoup d'avoir si bien animé, comme toujours, cette rencontre. Sarah, merci d'avoir été là pour ce merveilleux livre. On espère que le prochain sera dans la même veine, on nous le souhaite, mais il n'y a pas de raison, parce que là, il s'est passé quelque chose déjà entre le précédent et celui-ci, donc on imagine que sur le prochain, ça sera pareil. Donc, vrai coup de cœur, moi j'ai vraiment, voilà, donc j'insiste, mais lisez-le. Donc voilà, je te laisse le mot de conclusion. Ben, merci beaucoup. Je vous suis depuis le début. Je trouve que rien que le titre, Un endroit où aller, pour moi, c'est la définition de la lecture et de ce qui nous lie tous. On est tous à la recherche, quand on lit un livre, d'un endroit où poser nos questions et de trouver peut-être des réponses. Donc voilà, c'est ça pour moi, un endroit où aller. Donc merci beaucoup de m'avoir accueillie et j'espère à bientôt. Je vous souhaite une belle soirée, mesdames, et surtout un bon week-end. Et aux autres aussi, bien sûr, à tout le monde, un bon week-end, une belle soirée, il n'y a pas de raison. Et je vous donne rendez-vous donc lundi à 19h.